Bonjour à tous, merci Romain pour, l'organisation, de ce webinaire. Tout le monde m'entend? Super. OK. Alors je partage mon écran, toc. Je te laisse me confirmer Ouais, c'est si, bon. OK, super. Donc bonjour à tous, moi je suis Tiffany Rousseau, je suis en charge de la commercialisation des drones et des logiciels, chez Escadrone, plutôt sur le secteur, de la mesure et de la recherche. Et donc, vous l'avez vu un petit peu, au travers de ce webinaire, le drone, il va permettre, beaucoup de choses. Et moi plus spécifiquement aujourd'hui, je vais vous parler de 2 méthodes, qui sont utilisées, pour pouvoir modéliser, des environnements. Donc, au préalable, je vais faire rapidement une présentation, de la société. Donc, nous, Escadrone, notre rôle, c'est d'aider les entreprises à intégrer les outils de robotique autonome, dans leurs activités. Donc ça passe par un rôle de conseil et de vente de matériel sur différents vecteurs. On est également centre de formation au métier du drone avec 17 centres répartis sur la France, et également un accompagnement en après-vente, puisque, nos clients bénéficient de notre expertise sur toute notre partie support et atelier, puisqu'on fait, aussi un peu de R&D sur la partie hardware. Donc on a, nos clients qui ont des besoins spécifiques, on est capable, de trouver des solutions, sur des matériels existants pour, apporter des réponses. Donc comme je vous le disais, nous, Escadrone, on fait pas de prestations, hein, on est vraiment, spécialisé dans la distribution de matériel, et on est positionné à 360° pardon, autour de la robotique autonome. Donc on va proposer des vecteurs aériens, donc qui est notre ADN, hein, depuis la création, il y a 10 ans maintenant. Et on va aussi passer par un certain nombre d'autres vecteurs, puisqu'on va être capable d'utiliser des drones marins, des drones terrestres et des ROV, pour la partie sous-marine et également terrestre. Et puis, vous avez eu, la présentation, de la part d'Instadrone, également, sur la partie, on va dire, automatisée, avec, des solutions, de drone in a box. Donc globalement, par drone, on va, distinguer 2 techniques, pour pouvoir modéliser, des environnements. On va avoir la photogrammétrie et la lasergrammétrie. Alors, en préambule, il y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre, hein. C'est 2 techniques qui sont différentes, au même titre qu'on va choisir plutôt un outil qu'un autre pour réaliser certaines prestations. Chaque technique va avoir des avantages et des inconvénients. La photogrammétrie, c'est une technique qui va se baser sur des photos. Donc on va prendre plein de photos extrêmement rapprochées d'un ouvrage, d'un environnement, et ensuite un logiciel va nous permettre, d'assembler ces photos dans le but d'avoir une restitution, 2D ou 3D. Par rapport à la lasergrammétrie, donc là, on va plutôt être sur une technique, à partir de faisceaux laser, hein. C'est comme un peu un lasermètre quand on veut prendre une distance d'un point à un point B. Donc là, sauf qu'on a plein de faisceaux, qui vont partir, sur de l'équipement, sur la zone donnée, et qui va nous permettre d'avoir un retour d'information. Est-ce qu'il y a un objet ou est-ce qu'il n'y a pas d'objet? Et donc grâce à ça, on va avoir une restitution, 3D sous forme de nuages de points, du sujet ou de la zone. Globalement, on va quand même détecter, des avantages et des inconvénients, hein, évidemment sur ces techniques. Donc pour commencer, sur la photogrammétrie, alors les avantages majeurs, c'est que c'est une technique qui est très accessible, hein. C'est la photogrammétrie, c'est pas spécifique aux drones, il suffit juste d'avoir un capteur photo, pour pouvoir faire de la photogrammétrie. Donc en fait, c'est une technique qui est relativement accessible, pour pouvoir, modéliser des environnements, des ouvrages. C'est une technique qui va nous permettre de modéliser des choses assez détaillées, puisque typiquement, si on a besoin de faire, de l'inspection sur de l'ouvrage d'art ou du génie civil, en fonction de la qualité, du capteur, on va pouvoir, avoir l'opportunité de détecter des défauts assez fins. Puisqu'on aura les caractéristiques de couleur, on aura aussi un petit peu les informations de texture, donc ça permet vraiment d'avoir un œil, assez fin, sur les inspections qu'on est censé mener.
Ensuite, côté précision, donc on a effectivement tout l'aspect, on va dire, résolution, qualité, de la modélisation, mais aussi on a tout un côté précision GNSS, donc ça veut dire, avec quelle précision je veux que mon modèle soit restitué si on le met sur une carte, Google Maps, par exemple. Et donc là, on va pouvoir approcher des niveaux de précision relativement intéressants, puisqu'on sera aux alentours, avec, de l'amélioration différentielle, hein, avec du positionnement RTK. On sera aux alentours, des 1 à 5 centimètres, en planimétrie, avec des cibles de calage évidemment. Côté inconvénient, eh bien, je l'ai un petit peu évoqué, la qualité, du modèle 3D va être définie par la qualité du capteur et les conditions dans lesquelles on va faire notre vol. Donc plus mon capteur est qualitatif, donc plus mon capteur est gros, plus le ratio entre la taille du capteur et le nombre de pixels est intéressant et plus mon vol est proche de l'ouvrage, je vais avoir, du coup une taille de pixels qui sera, très faible et donc mon modèle va être du coup très qualitatif. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le GSD, donc c'est vraiment la taille de pixels dans l'image et plus cette valeur est faible et plus mon modèle sera qualitatif. Ensuite, j'ai parlé de précision, hein, on va avoir une précision qui ne sera pas homogène sur toute la surface. On reste sur des optiques, hein, vu qu'on est sur de la photo et donc on pourra des fois avoir des niveaux de précision relativement intéressants sur certaines zones et qui vont peut-être se dégrader au fur et à mesure qu'on va, s'éloigner, de certaines cibles. Ce qui fait qu'il faut, toujours contrôler, son travail, pour vérifier que les niveaux de précision, dont on a besoin, soient, en adéquation avec le besoin du client. Et enfin, on est sur de la photo toujours, hein, et donc on dépend, des conditions extérieures. Donc par exemple, les conditions d'éclairage, il y a du soleil, il y a pas de soleil, il y a, du brouillard, il y a de la poussière, de la végétation, voilà. Il y a vraiment tous ces aspects extérieurs qui vont venir interférer avec la qualité du modèle. Donc il faudra bien définir, et bien analyser ces conditions extérieures pour maximiser la qualité du modèle final. Donc côté laser grammétrie, donc globalement un des avantages principaux, hein, d'utiliser, des systèmes lidar, c'est de pouvoir acquérir des points sous la végétation. Donc là où la photogrammétrie va permettre de modéliser, ce qu'elle voit, puisqu'on est sur des photos, donc c'est-à-dire que quand vous êtes sur des arbres, par exemple, elle va modéliser le dessus des arbres. Là, le lidar, lui, il va permettre d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir potentiellement taper, des points au sol. Donc c'est un des avantages majeurs, de cette technique. C'est aussi une technique qui va nous permettre de modéliser des environnements complexes, là où la photogrammétrie sera, peut-être plus chronophage en termes de technique, typiquement sur, de la ligne électrique, sur du treillis métallique, sur des falaises par exemple, on a beaucoup de jeux d'ombre et cetera. Le lidar, lui, il va nous permettre, de modéliser la zone de manière, beaucoup plus simple. On ne fait pas cas, des conditions, on va dire d'éclairage puisque, qu'il y ait on est sur du laser, hein, donc qu'il y ait, de la lumière ou pas de lumière, peu importe, j'ai envie de dire, mais on dépend quand même, on va dire des conditions météo, hein, notamment, la pluie, mais ça c'est le cas on va dire que ce soit de la photogrammétrie ou du laser, s'il y a de la pluie, ça va rendre, des résultats un petit peu moins, satisfaisants. C'est aussi une technique qu'on va pouvoir utiliser sur les zones assez vastes puisque, la photogrammétrie, elle a des temps de traitement qui sont quand même assez longs, vu qu'on traite de la photo et donc le lidar, lui, on va pas avoir cet aspect photo, à traiter, en grande quantité. Du coup, on va vraiment pouvoir réduire ces temps de traitement pour pouvoir avoir une modélisation de manière beaucoup plus rapide. Et enfin, les erreurs, elles vont être homogènes. Donc là, on ne dépend plus d'une optique, on dépend vraiment d'un faisceau laser, ce qui permet d'avoir une précision qui est homogène sur toute la surface, de la zone en question. Au niveau des précisions, là, on sera moins précis qu'en photogrammétrie et on aura des précisions de l'ordre de 4 à 5 centimètres, on va dire, en fonction des conditions, dans lesquelles vous volez. Côté inconvénient,
Alors, un des inconvénients majeurs, hein, c'est le prix, hein, de ces équipements. Donc, on est quand même plus coûteux, que des techniques de photogrammétrie. Après, il faut savoir que depuis on va dire les 3-4 dernières années, les tarifs des lidars, ils ont quand même sensiblement baissé. Donc maintenant, ça reste des techniques qui sont de plus en plus accessibles, pour pouvoir, intervenir sur les milieux où la photogrammétrie, ne permet pas d'y répondre. C'est les capteurs lidar, on arrive à les miniaturiser de plus en plus, mais ça reste des capteurs qui sont quand même assez conséquents. Donc ça nécessite un drone porteur, qui soit capable, de le porter, hein, pour pouvoir faire les acquisitions. Comme je disais, on est sur du faisceau laser, donc de base, il y a pas de couleur. Après maintenant, de plus en plus, un capteur photo est associé, à la tête lidar, justement pour permettre de coloriser, les données. Donc de base, il n'y a pas d'information de couleur, sur les points récoltés. Et enfin, dernier aspect, donc on parlait de précision, GNSS. Pour pouvoir avoir des résultats, en lidar, il faut forcément avoir une correction, que ce soit, en RTK, donc du temps réel via des réseaux de correction par exemple, ou encore en PPK, donc pour ce qui est du post-traitement plutôt, après on va dire, a posteriori au bureau, pour pouvoir se référencer, dans l'espace. Alors pour les notions de RTK, PPK, je ne les détaille pas ici. Si c'est des choses qui ne vous parlent pas, n'hésitez pas à soit nous poser des questions, allez voir sur notre site, il y a pas mal d'infos autour de ça. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a pas mal aussi d'informations sur le web et puis, si vous voulez prendre contact avec nous pour en discuter, il y a pas de problème non plus. Hem, Ici, je voulais vous montrer quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus parlant. Alors, c'est des exemples, réalisés par un de nos clients, la société, Lyon Drone Service, qui a réalisé une photogrammétrie sur la basilique de Fourvière, donc qui est un ouvrage, relativement esthétique et donc là, je vais vous montrer différents types de résultats qu'on peut avoir, sur de la photogrammétrie. Donc pour commencer, du nuage de points. Donc là, on est vraiment sur du nuage de points, hein, donc j'ai sélectionné quelques parties, hein, de la basilique. Donc là, c'est la partie extérieure et aussi on a, quelques exemples en intérieur. Donc avec on va dire les problématiques que ça engendre, hein, notamment au niveau de l'éclairage, donc il faut bien faire attention à ce type de choses. Donc là, on a vraiment une restitution en nuage de points. Donc il y a des trous parce qu'il y a des zones sur lesquelles, soit c'était des surfaces vitrées, soit sinon c'est des surfaces sur lesquelles qu'on n'a pas pu atteindre, par rapport au recouvrement. Ensuite, on va pouvoir avoir un maillage, donc c'est-à-dire que, pour grossir le trait, on relie les points entre eux. Donc là, par exemple, ça va être ma cathédrale. Ça, c'est un modèle 3D, hein, fait à partir de photos. Et donc, c'est mon fameux maillage, donc qui va me permettre, vraiment d'avoir, de la qualité d'analyse, pour pouvoir, détecter d'éventuels défauts, sur des façades, pour pouvoir, faire des prédictions de maintenance peut-être, des calculs de mesure dans un but de rénovation. On a des statuts qui sont quand même très bien restitués, donc c'est vraiment, des informations qui sont très intéressantes à analyser. Et enfin, l'orthophoto. Donc là, on est vraiment sur un plan. C'est un plan 2D avec des données d'élévation. Donc là, typiquement, c'est vraiment une vue du dessus. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une petite cible en noir et blanc. Elle est vraiment toute petite. C'est juste pour vous montrer. Je zoome ensuite sur la photo. Donc là, on voit bien la cible. Donc c'est pour vous montrer la résolution quand même de cette modélisation qui est assez intéressante puisqu'on a là, la cible, pour vous donner une idée, elle fait 50 par 50. Et là, le dernier petit exemple, donc là qui est vraiment, verrouillé sur une partie de la toiture. Même chose sur la partie lidar. Alors, c'est difficile de faire le même travail que sur la partie photogrammétrie. Là, j'ai voulu plutôt vous orienter sur, des résultats sur différents, on va dire, zones d'intervention. Alors déjà, pour vous montrer ce que ça donne sur un bâtiment, globalement, c'est du point beaucoup plus grossier qu'en photogrammétrie, on va dire. Donc quand on a besoin de pouvoir analyser des détails assez fins, on va plutôt utiliser la photogrammétrie.
Donc, c'est le lidar, on va dire qu'on l'utilise quand la photogrammétrie ne marche pas. Donc là, en l'occurrence, ça fait la toiture, elle est bien dessinée, on a vraiment, un quelque chose de qualitatif, hein, d'extérieur, mais quand on va les zoomer, dans le nuage de points, là, on aura vraiment des trous. Ce qui fait que, par exemple, pour faire un calcul de surface, pardon, ce sera beaucoup plus complexe. Donc les environnements sur lesquels ça marche, très, très bien, c'est les environnements de végétation. Donc là, je voulais vous montrer entre guillemets ce que ça pouvait rendre avec des données d'élévation. Donc les points rouges sont les points les plus hauts, les points bleus sont les points les plus bas. Donc on arrive à avoir, le sol, la végétation, on va dire basse, la végétation moyenne et la végétation haute. Ce qui permet ensuite de pouvoir notamment soit extraire totalement la végétation et garder juste les informations de sol, soit sinon pouvoir, bah, peut-être dans les domaines, forestiers ou de l'environnement, pouvoir, analyser peut-être, des individus, pouvoir avoir, des informations sur d'éventuelles espèces, des maladies et cetera. Combinées évidemment avec d'autres données. Ça, le lidar marche très, très bien sur de la ligne électrique. Alors, le but de cette modélisation, c'était pas les lignes électriques, mais, en l'occurrence, on les voit très, très bien. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. C'est rapide, pour pouvoir faire de l'acquisition et elles ressortent, très bien sur votre modélisation finale. Et enfin, sur cette partie, lidar, on a, tout ce qui est falaise. Donc là, on a une restitution qui est assez nette, hein, des petits détails, on a plein de renfoncements, donc je vous parlais des jeux d'ombre, hein, que la photogrammétrie peut avoir un petit peu du mal à reconstruire. Elle va peut-être un petit peu lisser, faire des effets un petit peu drapés. Ce ne sera pas le cas de la partie lidar. Et là, juste pour vous montrer, une coupe dans le nuage, alors ça rend pas très bien sur la capture d'écran, mais là, en gros, j'ai fait une coupe, dans le logiciel de DJI, sur, bah, voilà, sur, vraiment une zone, de végétation assez dense et on arrive à voir quand même, qu'il y a un certain nombre de points sol et c'est vraiment majoritairement cette information qu'on va chercher, dans la captation lidar. Je voulais également vous présenter, bah, les matériels les plus communément utilisés, pour ce type de travaux. Alors je vous présente pas la marque, DJI, hein, qui est leader mondial en matière de drones aériens et donc leurs produits sont majoritairement utilisés, pour ce type d'utilisation. Donc on va retrouver l'entrée de gamme, pour la partie photogrammétrie qui est le Mavic 3 Enterprise. Alors là, j'ai pas présenté les il y a 3 machines, hein. Il y a donc le Mavic 3 Enterprise, le Mavic 3 Enterprise multispectral et le Mavic 3 Enterprise thermique. Je ne parle pas du thermique ici parce que son capteur est moins performant, que, celui du Mavic 3 Enterprise ou du Mavic 3, Enterprise multispectral, donc il est moins adapté, pour pouvoir faire des travaux de photogrammétrie. Donc on est sur des machines, qui sont équipées d'un capteur micro 4 tiers en 20 millions de pixels. Pour le Mavic 3 Enterprise, il a également un capteur zoom pour pouvoir faire, par exemple, des missions d'inspection et le multispectral, il a également, 4 bandes spectrales pour pouvoir faire de l'analyse, sur, par exemple, on va dire des milieux d'environnement, des végétaux et cetera. Donc ce sont les machines les plus adaptées, sur cette gamme pour pouvoir faire des travaux de photogrammétrie. On peut les équiper d'un module RTK pour pouvoir améliorer, le géoréférencement des photos. Côté lidar, donc on parlait du fait que, ben, on arrivait à miniaturiser de plus en plus, ces équipements, mais on reste sur des équipements qu'on doit embarquer sur des gros porteurs. Donc là, en l'occurrence, c'est le Matrice 350, de DJI qui va permettre d'embarquer, le capteur lidar L2 qui est sorti, on va dire fin d'année dernière, début de cette année. Donc le Matrice 350, c'est une machine qui va pouvoir, voler à peu près 30 entre 35 et 45 minutes en fonction des conditions de vol. On est sur des machines robustes, qui sont équipées, de différents systèmes de sécurité pour de la détection d'obstacles, qui peuvent voler dans des environnements, on va dire hostiles, que ce soit de la poussière, de l'eau, et cetera et qui va pouvoir accueillir plusieurs types de nacelles, dont le lidar L2, une caméra thermique, une caméra de photogrammétrie, très qualitative.
Et pour finir, rapidement sur le lidar L2, donc c'est un lidar, qui va permettre jusqu'à 5 retours, donc 5 échos. Donc c'est un peu le système de la lampe de poche, hein, c'est des faisceaux laser. Donc la première impulsion, si vous mettez votre main, devant votre lampe de poche, elle va restituer, bah, l'information majeure qui est votre main et après, le faisceau de lumière va continuer pour aller récupérer l'information qu'il y a derrière. On est aussi sur un capteur qui est équipé d'un capteur photo, en micro 4 tiers 20 millions de pixels pour pouvoir faire également soit des missions de photogrammétrie indépendamment du capteur lidar, soit sinon de compléter, vos captations lidar, pour pouvoir faire, de la photogrammétrie en même temps que votre captation lidar. Pour toute la partie traitement, donc pour, pouvoir faire de la photogrammétrie, on va utiliser des logiciels de photogrammétrie. Il en existe un certain nombre, hein, sur le marché. Et pour la partie lidar, alors concernant le L2, on va utiliser le logiciel constructeur, donc DJI Terra, qui est inclus quand on achète un lidar L2, qui va permettre de post-traiter les données de la centrale inertielle. Et ensuite, on va pouvoir aller travailler ce nuage de points. Donc, c'est un point LAS, hein. On va pouvoir aller travailler ce nuage de points dans des outils métiers ou dans des logiciels de gestion de nuages de points. Voilà. J'espère que j'ai respecté le timing, à peu près. Je suis allée assez vite, hein, donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions sur des projets un petit peu plus spécifiques. On se tient disponible pour vous aider à identifier les outils les plus adaptés, en fonction de vos problématiques et vos besoins. Et merci à tous pour votre attention.